tous, docteur, mesdames, messieurs. Je me présente Stéphane Comigo, directeur adjoint de la CEPAM de la Haute-Garonne en charge de la direction de la santé. Bienvenue à ce webinaire qui est consacré à l'avenant numéro 9 à la convention médicale. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Ce soir, on est une centaine de participants. Donc, cette présentation est co-organisée par l'ensemble des caisses d'assurance maladie d'Occitanie et s'inscrit dans une série de 6 webinaires organisés sur la région. Pour celui-ci, ce sont les équipes de la CEPAM 31 que je remercie qui vont vous faire cette présentation. Alors, l'objectif est de vous présenter sur un format de 45 minutes environ les différentes thématiques portées par cet avenant important pour la profession médicale et l'organisation des soins, et ceci autour de 5 axes. Le premier concerne le renforcement de l'accès aux soins pour les personnes prioritaires et notamment les personnes âgées, mais aussi plus largement les personnes fragiles, dont celles en situation de handicap, à travers des évolutions de la nomenclature. Le second terme porté par cet avenant concerne l'accompagnement du virage numérique de la médecine de ville, avec Mon Espace Santé, dont la généralisation à l'ensemble du territoire a débuté début février et qui est un outil essentiel au service de la coordination des soins. Troisième thème, l'évolution du cadre de la télémédecine et de la téléexpertise, dont la pratique s'est fortement développée depuis la crise sanitaire. Puis nous enchaînerons sur la mise en place d'une réponse organisée aux besoins de soins non programmés avec le service d'accès aux soins, le SAS, qui va se déployer cette année après une expérimentation dans plusieurs départements en 2021, dont la Haute-Garonne, et nous terminerons par les biosimilaires. Vous pourrez poser vos questions sur le fil de discussion, nous essaierons d'y répondre après chaque thème en direct, et si ce n'est pas possible, nous nous engageons à vous répondre après la réunion par mail. Donc, je vous remercie par avance et sans plus tarder, je vous propose de démarrer cette présentation. Bon webinaire. Bonsoir, je suis Véronique Reynaud, déléguée de l'assurance maladie de la CPAM de la Haute-Garonne. Un programme donc assez dense ce soir avec des thèmes très différents. Nous allons donc commencer dans un premier temps par les évolutions de cotation pour les médecins généralistes. Toutes ces modifications rentreront en vigueur à compter du 1er avril. Nous allons donc commencer par l'AVL, première modification que vous connaissez déjà. Pour mémoire, l'AVL doit se facturer uniquement par le médecin traitant et à domicile du patient. Donc, à partir du 1er avril, vous pourrez facturer une VL pour tous vos patients atteints de maladies neurodégénératives, une fois par trimestre, tous vos patients pour soins palliatifs 4 fois dans l'année par patient, et pour vos patients de plus de 80 ans qui sont en ALD, facturables une fois par trimestre. Donc, au maximum, vous aurez 4 VL à facturer par an et par patient. J'attire votre attention sur une 4e VL, toujours facturable, lorsque vous consultez pour la première fois un patient à son domicile, qui est soit bénéficiaire d'une ALD, soit qui a plus de 80 ans. Et à ce moment-là, il vous choisira en tant que médecin traitant. Toujours concernant une modification d'une cotation qui existe déjà, la CTE, consultation de repérage des signes de troubles du spectre de l'autisme chez l'enfant. La CTE s'étend à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement et aux troubles de la relation précoce mère-enfant. Son objectif, c'est l'amélioration de la prise en charge des enfants souffrant d'un trouble de neurodéveloppement. Et cette extension de la CTE s'étend aux troubles du développement de l'enfant et aux troubles de la relation précoce mère-enfant. Cette consultation très complexe s'adresse aux médecins généralistes et aux pédiatres. Elle permet plusieurs choses: de confirmer ou d'infirmer un risque de trouble du neurodéveloppement chez l'enfant. Elle comprend aussi un examen clinique approfondi, un dépistage d'un trouble auditif ou visuel, des tests de repérage de TND adaptés à l'âge de l'enfant, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Elle comprend aussi, si nécessaire, la recherche d'un trouble de la relation mère-enfant. Le cas échéant, le médecin engage le parcours de bilan et d'intervention précoce et adresse la famille à la structure pluriprofessionnelle chargée de le coordonner ou oriente vers la seconde ligne.
Vous avez aussi l'extension de la majoration MIS que vous connaissez déjà. La nouveauté pour la MIS, c'est qu'elle s'étend aux troubles du neurodéveloppement. Déjà existante, je vous rappelle que cette majoration est facturable pour une consultation d'annonce de diagnostic et d'organisation de la prise en charge d'un patient atteint d'une maladie grave comme un cancer, une pathologie neurologique grave ou une pathologie neurodégénérative. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site de la Haute Autorité de Santé ou sur Amélie. Nous allons maintenant détailler les nouvelles consultations toujours applicables à partir du 1er avril. Vous avez une cotation ASE, consultation complexe lors de l'examen d'un enfant entrant dans le dispositif de protection de l'enfance. Son objectif, l'amélioration de la prise en charge des enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Cette consultation complexe ASE est réalisée soit par le médecin généraliste, soit par le pédiatre. Elle permet d'effectuer le bilan de santé et de prévention obligatoire prévu à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance selon la loi du 14 mars 2016. Elle permet également de repérer les besoins en termes de prévention et de soins qui sont inscrits dans le projet pour l'enfant. Le code de facturation que vous aurez à effectuer est CCX à 46 €. Les prochaines cotations sont nouvelles et ont une orientation vers le handicap. La première, c'est la visite blanche ou la consultation blanche. En fin de compte, c'est une dérogation au principe de la NGAP. Généralement, votre consultation de base comporte un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, bien sûr, une prescription médicale. Ici, cette consultation ou visite blanche pour une personne en situation de handicap pourra s'effectuer sans examen clinique dans 2 cas suivants uniquement. Soit un temps de rencontre réalisé au lieu habituel de consultation pour préparer la prise en charge médicale ultérieure. L'objectif est pour le patient de s'accoutumer à l'environnement lié aux soins, pour s'habituer au personnel médical, au lieu, à l'équipement et au matériel. Il pourra aussi avoir lieu lorsque la consultation a débuté normalement et ne peut être menée à son terme du fait d'une manifestation aiguë du handicap. Elle est facturable comme une consultation de référence G ou VG dans le cas de la visite. Pour faire suite à cette consultation blanche, nous avons la MPH, consultation très complexe dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des personnes avec handicap. Elle peut se retrouver dans 2 situations très différentes. L'une sera consacrée au remplissage du certificat médical pour la MDPH. L'autre valorisera le passage du dossier médical entre 2 médecins traitants. La première, donc, va se faire dans le cadre du remplissage complet du certificat médical obligatoire permettant à la MDPH d'attribuer les droits et prestations à la personne en situation de handicap sévère. Il est essentiel pour que vous puissiez facturer cette consultation que le certificat contienne tous les éléments cliniques, les différents comptes rendus médicaux et, le cas échéant, le diagnostic. En cas de déficience sensorielle, les volets CERFA, ORL et ophtalmo doivent être joints. La seconde possibilité pour facturer cette CCE se retrouve dans le cadre du passage du dossier médical entre l'ancien médecin traitant et le nouveau médecin traitant, pour bien sûr des patients atteints de handicap sévère, afin de valoriser le travail d'échange d'informations et donc la continuité de la prise en charge. On entend par handicap sévère des altérations des capacités de décision dans les actes essentiels de la vie, nécessitant la présence d'un aidant. La facturation peut se faire avec ou sans le patient et par chacun des 2 médecins. Cette nouvelle cotation CCE sera de 60 €, facturable une seule fois par patient. J'attire donc votre attention sur ces 2 façons différentes de coter la MPH.
Une autre mesure de l'avenant 9 est la revalorisation de l'APC qui passe à 55 €, donc qui est majoré de 5 €. Je vous rappelle, l'APC, c'est un avis ponctuel du consultant demandé par le médecin pour un avis à un spécialiste correspondant. Le médecin correspondant ne doit pas avoir vu votre patient dans les 4 mois précédant la consultation et il ne peut pas coter l'APC s'il doit revoir votre patient dans les 4 mois suivants, sauf exception s'il doit réaliser un acte complémentaire nécessaire à son expertise. Enfin, vous avez récemment reçu des informations sur la modification de la CCP. Donc, cette première consultation de santé sexuelle, de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles s'élargit à tous les jeunes hommes et femmes de moins de 26 ans pour aborder des sujets relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Il s'agit d'expliquer les différents types de contraception possibles, leurs avantages, les limites, les inconvénients, l'information sur la contraception d'urgence, ainsi que l'information sur la prévention des IST. La prise en charge, bien sûr, est à 100% et vous pouvez notifier sur la feuille de soins le droit à l'anonymat. Je passe la parole à mes collègues pour toutes vos questions, s'il y en a. Bonsoir à tous, je suis Liselle Cassaigne, déléguée de l'assurance maladie à la CPAM de la Haute-Garonne. Donc, par rapport aux questions présentes dans le chat, on a eu juste une question sur la visite ou la consultation blanche qui est bien sûr facturable pour les adultes et les enfants. Et en complément d'information, je vous ai mis le lien sur la Haute Autorité de Santé qui liste toutes les maladies neurodégénératives, donc relatives à la facturation de la visite longue. Voilà, nous allons continuer à présent avec le thème suivant. Donc, je redonne la parole à mes collègues. Bonjour, donc je me présente, je suis Anne Boutillon de la Caisse primaire de la Haute-Garonne, je suis responsable du service du numérique en santé et je vais vous présenter la partie numérique de l'avenant 9. Cette présentation, elle commence tout d'abord par la présentation de Mon Espace Santé, qui est le nouvel outil à destination des usagers qui va permettre de gérer la santé de chacun d'entre nous. De manière stockage de dossiers numériques et sécurisé. Donc, cet espace santé, il est composé de 4 briques. Le dossier médical, que vous connaissez sous le nom de DMP, il s'appuie sur la brique DMP. Une brique messagerie de santé, une brique agenda et une brique catalogue de services. Aujourd'hui, Mon Espace Santé, les deux seules fonctionnalités qui sont disponibles sont le dossier médical et la messagerie. Donc, dans le dossier médical, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve tous les documents que l'usager ou le professionnel de santé déposera. Donc, le professionnel de santé peut déposer des ordonnances et des comptes rendus d'hospitalisation, des résultats de biologie ou autres. Et pour tous les patients qui avaient d'ores et déjà un DMP ouvert, toutes les données qui ont été chargées dans leur DMP au préalable se retrouvent aujourd'hui dans le dossier médical de leur espace santé. Vous pourrez, vous, en tant que professionnel de santé, aussi y déposer le volet de synthèse médicale qui permettra d'avoir vraiment la synthèse médicale pour chaque usager. L'usager pourra aussi constituer son profil médical. C'est un endroit où il pourra saisir tous ses antécédents médicaux, ses vaccinations, ses allergies, ses mesures de santé, ses vaccinations, bref, toutes les données médicales qui le concernent. Il pourra en faire la synthèse et partager cette synthèse-là avec le professionnel de santé qui lui demanderait. Je prends un exemple, je change de médecin traitant. Mon nouveau médecin traitant a besoin d'avoir une visibilité sur mon parcours de santé. Je lui fais la synthèse de mon profil médical et je peux lui envoyer via la messagerie de santé de mon espace santé.
La messagerie, justement, on va en parler, c'est une messagerie qui va permettre aux professionnels et aux usagers de converser de manière sécurisée. Vous, en tant que professionnel, vous utiliserez, comme aujourd'hui, entre professionnels de santé, votre messagerie de santé sécurisée, type Medimail, Mailiz, Lifen ou autre. Et l'usager aura une messagerie sécurisée dans son espace santé qui lui permettra de converser avec vous. Petite précision, il est bien évident que tous les patients ne pourront pas vous contacter par mail de leur propre chef. Tout échange sera initié par le professionnel de santé et vous pourrez mettre fin à tous les échanges dès que vous le souhaiterez ou dès que la conversation vous semblera terminée. Pareil pour le dossier médical, le lien que vous utilisez aujourd'hui pour accéder au DMP de vos patients vous servira demain pour accéder au dossier médical de l'espace santé de vos patients. Concernant l'agenda santé, on y retrouvera courant 2022 tous les événements qui sont liés au parcours de soins, type les rappels de vaccination, les rappels des rendez-vous médicaux, etc. Et dans le catalogue de services, on aura accès à l'ensemble des applications de santé qui auront été référencées par l'État et accessibles via un store de santé. Comment ça s'est passé au niveau du déploiement de mon espace santé? Alors en Haute-Garonne, ça a été un petit peu particulier puisque nous faisions partie des 3 départements pilotes qui étaient la Somme, la Loire-Atlantique et la Haute-Garonne et nous avons, commencé, à informer nos usagers de leur espace santé à l'automne dernier. Actuellement, toutes les personnes qui sont rattachées à un régime d'assurance maladie français sont notifiées de l'arrivée de mon espace santé, soit par courrier, soit par courriel. Et dans ce courrier, ils retrouveront leur code d'accès ou les modalités d'opposition au service. Là, à partir du moment où l'usager a reçu son courrier, il a 2 choix, voire 3. Le premier choix, il décide d'activer son accès à son espace santé. Il se sert des codes qu'il a reçus sur son courrier, il crée son espace santé et il peut d'ores et déjà accéder à toutes les données de santé qui seront chargées dans son espace santé. Si l'usager s'oppose à réception de son courrier, son espace santé ne sera pas créé. Mais s'il ne fait rien, au bout de 6 semaines après l'envoi du courrier, l'usager ne s'étant pas connecté, ne s'étant pas opposé, son espace santé lui sera ouvert automatiquement. Et du coup, le professionnel de santé pourra alors lui écrire via la messagerie sa messagerie sécurisée, pardon, ou alimenter le DMP de la personne en question. Ça permet aussi, petite précision, de ne pas se poser la question en tant que professionnel de santé de savoir si l'assuré a un DMP ouvert. Le taux d'opposition étant très faible, on a quasiment la totalité de nos usagers qui ont aujourd'hui un espace santé ouvert. Pour faciliter les échanges entre les professionnels de santé et les usagers, l'État a mis en place le Ségur et qui s'adresse notamment à vos éditeurs de logiciels de ville et ces versions Ségur vont permettre plusieurs choses, dont ces 4 briques que je vais vous exposer, à savoir l'intégration dans votre logiciel de cabinet des documents qui seront envoyés via la messagerie de santé par vos confrères ou en provenance du dossier médical de votre patient. Ça permettra aussi de faciliter et de fluidifier la génération de certains types de documents, notamment le volet de synthèse médicale qui aujourd'hui est un petit peu compliqué à mettre en place. Avec les versions Ségur, ce volet de synthèse médicale sera largement simplifié au niveau de sa génération. On pourra aussi intégrer de manière optimisée tous les comptes rendus de biologie en mode structuré, ce qui vous permettra d'avoir accès aux alertes, aux mises en évidence des valeurs hors normes, etc. Et surtout, l'envoi de ces documents et de ces données numériques seront faites par messagerie sécurisée de santé entre confrères ou vers l'usager via sa messagerie de santé de son espace santé. Et parallèlement, il y aura une alimentation systématique dans le dossier médical de l'usager.
pour avoir accès à ces versions Ségur, il y a quelques démarches à faire de votre part, notamment se rapprocher tout d'abord de votre éditeur de logiciel pour savoir s'il sera en capacité de vous proposer une version Ségur, référencée Ségur. Si tel est le cas, il faudra passer commande de cette version Ségur avant le 15 juillet 2022. C'est vraiment la date qu'il faut que vous reteniez. Il faut que vous ayez passé commande de cette version-là avant le 15 juillet 2022, de manière à ce que la prise en charge de cette nouvelle version soit prise en charge par l'État directement auprès de l'éditeur. Vous n'aurez donc pas de mise à jour à payer s'il s'agit de la version Ségur. Alors, comment tout ça se traduit dans le forfait structure? Donc, le forfait structure, comme vous le savez déjà, il est composé de 2 volets, le volet 1, le volet 2. Le volet 1 étant composé d'indicateurs qui sont des prérequis, c'est-à-dire que si vous n'atteignez pas les indicateurs qui sont notifiés dans le volet 1, vous ne pourrez pas accéder au volet 2. Donc là, on vous a listé l'ensemble des indicateurs. Il y en a beaucoup que vous connaissez déjà. Dans le volet 1, par exemple, les indicateurs 1, 2, 3, 4, 5 sont des indicateurs que vous avez l'habitude d'atteindre depuis longtemps. La nouveauté pour 2022, c'est être impliqué dans une démarche de prise en charge coordonnée. Donc, cet indicateur-là était au préalable dans le volet 2, était donc optionnel. Il bascule cette année dans le volet 1 et devient obligatoire. Donc, prise en charge coordonnée, on entend par là faire partie d'une CPTS, faire partie d'une MSP, faire partie d'une équipe de soins primaires ou pouvoir être dans une démarche vraiment de prise en charge coordonnée avec les EHPAD, avec les structures autour de vous qui vous permettront de valider cet indicateur-là. Je vous fais remarquer juste qu'entre 2020 et 2021 et 2022, pardon, le volet 1 est passé de 280 points à 400 points. Concernant le volet 2, donc ce sont des indicateurs qui sont optionnels. Si vous ne les atteignez pas, ça n'implique pas que vous n'avez rien du tout. Par contre, il y a quelques petites nouveautés. Donc, au niveau de la première partie, usage des services, vous avez l'usage des téléservices que vous connaissez déjà, notamment la vie d'arrêt-travail, le taux d'atteinte, il faut que vous ayez atteint un taux d'utilisation de la vie d'arrêt-travail, du certificat médical accident de travail, maladie professionnelle, protocole de soins, de la déclaration de médecin traitant. Tout cela, vous les connaissez déjà. En 2022, se rajoutera le téléservice, service de prescription de transport, SPE, que vous devez déjà connaître, mais qui sera objectivé pour 2022. Il faudra que vous ayez fait 10% de vos prescriptions de transport via le téléservice SPE. Et en 2023, se rajoutera la déclaration simplifiée de grossesse. Il faudra que vous ayez fait 50% de vos déclarations de grossesse via le téléservice, mais en 2023 uniquement. En 2023 aussi, se rajouteront le téléservice e-prescription et le téléservice application carte vitale. Je reviens un petit peu au-dessus. En termes d'usage du DMP, ça fait le lien avec mon espace santé. On vous demande un indicateur qui est un taux d'usage, c'est-à-dire qu'il faudra que 20% de vos consultations donnent lieu à alimentation du DMP. Et pareil, sur la même logique, on vous demande un taux d'usage de la messagerie citoyenne Mon Espace Santé entre professionnels de santé et patients. Il faudra que 5% de vos consultations donnent lieu à un échange entre vous et vos patients de manière sécurisée. Les autres indicateurs sont les mêmes qu'en 2021, hormis l'indicateur 8 sur le service d'accès aux soins qui vous sera présenté un petit peu plus loin par mes collègues. Au-delà de tous ces indicateurs-là, il y aura un forfait que l'on appelle le forfait one-shot qui concerne l'alimentation du volet de synthèse médicale dans le DMP, mais pour votre patientèle en affection de longue durée. On vous demandera d'alimenter à minima 50% des DMP de votre patientèle ALD avec le volet de synthèse médicale.
qui devrait donc être largement simplifié avec la version Ségur, je le rappelle, et auquel cas vous aurez un forfait de 1 500 € et un forfait de 3 000 € si vous alimentez 90% des DMP de votre patientèle ALD avec le VSM, toujours pareil. Ces alimentations-là, vous avez jusqu'au 30 juin 2023 pour les faire et vous aurez le versement de ces forfaits-là au cours du second semestre 2023. Peut-être que nous avons des questions. Je me tourne vers mes collègues. Merci Anne. Alors effectivement, nous avons quelques questions. Donc tout d'abord, le DMP sera-t-il alimenté automatiquement? Alors, il est déjà alimenté automatiquement par les établissements de soins. Donc ça, ce sont des méthodes d'alimentation automatique qui sont prévues dans les établissements de soins. Il est alimenté aussi de manière automatique par les données de l'assurance maladie sur les remboursements. Par contre, par les professionnels de ville, il n'est pas prévu que ça soit une alimentation automatique, mais par contre, qui sera largement simplifiée avec les versions Ségur, contrairement à aujourd'hui où ça peut être un peu fastidieux en fonction des logiciels avec lesquels vous travaillez. D'accord, merci. Une autre question concerne le volet de synthèse médicale. Ça concerne la rémunération de Le ce forfait one volet. shot, Oui. c'est ça? Alors, c'est juste la slide d'avant, c'est-à-dire qu'on vous demande d'alimenter les DMP, enfin les dossiers médicaux de vos patientèles en infection de longue durée, si c'est ça la question, hein, si je comprends bien la question, effectivement, ça demande un petit travail, donc c'est pour ça qu'il y a rémunération en fonction du taux d'alimentation que vous aurez fait sur vos patientèles en affection de longue durée. D'accord. Nous avons également une question concernant la création automatique du dossier patient sans accord explicite préalable du patient, qui peut poser question. Qu'en est-il du consentement? Alors, le consentement, le patient, à partir du... Alors, il a toujours le choix de donner l'accès ou pas à certains professionnels de santé. Dans Mon Espace Santé, comme il pouvait le faire déjà au niveau du DMP, il n'est pas obligé de donner l'accès à tous les professionnels de santé, hormis à son médecin traitant. D'accord. Encore une question. Il y a beaucoup de questions par rapport à cette thématique. Donc, il y a encore une question qui concerne le DMP. Est-ce que les SAMU pourront utiliser le DMP? Alors, il y a toujours un accès bris de glace comme il était prévu pour les urgences, etc. Donc ça il n'y aura pas de changement par rapport à ça. Et une dernière question. A-t-on besoin de la carte vitale pour alimenter l'espace santé? Alors aujourd'hui, si le patient fait partie de la patientèle du médecin traitant, le médecin traitant peut alimenter le dossier médical sans avoir besoin d'avoir le patient devant lui. D'accord. Toujours sur la thématique du DMP, qui soulève beaucoup de questions. Peut-on effacer sur l'espace santé des anciennes données qui étaient sur le DMP? Alors là, ça dépend qui les a déposés en fait. C'est-à-dire Je que pense que c'est versus patient. Hein. alors, confirmer. le patient peut supprimer ce qu'il a déposé lui. Le médecin traitant peut déposer, mais par contre, il ne pourra pas supprimer des documents qu'aurait déposé un professionnel de santé. Seul le médecin qui a déposé pourra enlever. Très bien. J'essaie de suivre, mais il y a quand même beaucoup de questions. Après, Mais je pourrais peut-être répondre en ligne si jamais il y a beaucoup de questions. Oui. Voilà. Il y a une question qui me paraît toujours dans la même thématique du DMP. Quelle est la différence entre le DMP et l'espace santé? Alors, l'espace santé, c'est le regroupement des 4 briques dont je vous ai parlé au départ, c'est-à-dire le dossier médical, qui est l'équivalent, on pourrait considérer que c'est l'équivalent du DMP. Pour vous, professionnels de santé, vous allez continuer à parler de DMP. L'espace santé, c'est
Mon espace santé, c'est vraiment l'outil numérique à destination de l'usager qui va comprendre le DMP ou le dossier médical. Versant assuré, versant usager, on parle de dossier médical. Versant professionnel de santé, on parle de DMP. Et l'usager aura aussi dans son espace santé la messagerie, l'agenda et le catalogue. C'est le regroupement de ces 4 briques-là qui constitue mon espace santé. Donc, le DMP versant professionnel de santé, ce n'est qu'une partie, en fait, de mon espace santé. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions sur Je cette vois, thématique. voilà, je regarderai s'il y a d'autres Mais questions en ligne et voilà, je toutes les pourrai autres vont répondre être traitées D'accord, ultérieurement. très bien. Merci, Donc, on va passer bonne fin de au thème webinaire. suivant. Merci. Bonsoir, je suis Myriam Mansouri de la CPAM de la Haute-Garonne. Je vais vous présenter les thématiques portant sur la télémédecine et le service d'accès aux soins, c'est-à-dire le SAS. Concernant la télémédecine, l'avenant 9 publié donc en septembre 2021 a permis d'assouplir certaines règles pour les téléconsultations, mais aussi de simplifier les conditions de prise en charge pour la téléexpertise. Petit rappel général concernant les téléconsultations, à savoir que les téléconsultations concernent tous les patients et tout médecin, quelle que soit sa spécialité. De plus, le patient peut être amené à voir un autre professionnel de santé autre que son médecin traitant. Il est aussi important de rappeler que les téléconsultations doivent être facturées à hauteur de 20% du nombre total de consultations annuelles dans votre activité libérale. Compte tenu de la crise sanitaire, la téléconsultation est toujours facturable à 100% jusqu'au 31 juillet 2022. Voici les assouplissements des téléconsultations uniquement pour les zones sous-denses. Alors, un premier contact à distance est possible pour initier une prise en charge, donc suppression du critère de connaissance préalable. Ensuite, le patient peut avoir une consultation en dehors de son territoire en l'absence d'organisation territoriale ou l'absence de médecin traitant ou bien surrégulation du SAS. La téléexpertise, à compter du 1er avril, elle concernera tous les patients et les médecins pourront facturer 4 téléexpertises, donc TLX, par an et par patient. Ensuite, pour la facturation, il faudra tout simplement, alors pour le requis, donc c'est le médecin réalisant l'expertise, une seule cotation, TE2 à 20 €, donc 4 désormais, alors qu'auparavant c'était 2. Et pour le requérant, donc c'est le médecin qui demande l'expertise, un nouvel acte RQD à 10 € qui remplace le forfait requérant. Le calcul se fait par année civile au 1er janvier, donc du 1er janvier au 31 décembre sur une année N, calculé par médecin libéral, tout régime, au titre de l'activité de l'ensemble des cabinets, qu'ils soient principaux ou secondaires. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'avoir un suivi trimestriel sur votre espace pro via Amélie Pro. Nous allons désormais aborder le chapitre du service d'accès aux soins, c'est-à-dire le SAS, qui est déjà déployé donc, dans le département de la Haute-Garonne et le sera dans tous les autres départements courant 2022. Le SAS, c'est quoi? Le SAS vise à assurer aux patients, en cas d'indisponibilité de médecins traitants et d'incapacité à trouver un autre rendez-vous sur le territoire, un contact unique dans sa demande de conseil ou de consultation afin d'avoir un avis médical urgent. Le but est de répondre à sa demande de soins dans la journée, en dehors des permanences de soins ambulatoires, en orientant le patient vers le moyen de prise en charge le plus adéquat. Ce dispositif a notamment pour but de désengorger les urgences en proposant donc une alternative en ville. Comment ça fonctionne? Donc, là, vous avez donc le schéma de prise en charge du patient avec le SAS. Donc, le patient a besoin d'une prise en charge et ne parvient pas à avoir un rendez-vous dans les 48 heures avec son médecin traitant ou bien il n'a pas de médecin traitant. Dans ce cas, il appelle le SAS. Le régulateur s'assure que le patient a bien contacté en amont son médecin traitant et ensuite,
Il analyse la situation et détermine si le patient a besoin d'un conseil téléphonique ou s'il a besoin d'un rendez-vous dans les 48 heures. S'il a besoin d'un rendez-vous dans les 48 heures, il va consulter les disponibilités des médecins qui ont ouvert donc, dans leurs agendas des créneaux disponibles pour des soins non programmés. Un créneau est disponible, dans ce cas, le patient aura son rendez-vous. S'il n'y a pas de créneau disponible, dans ce cas, le régulateur donc, contactera les médecins donc, qui participent au SAS ou la CPTS du territoire pour leur demander de prendre un patient sur un temps additionnel donc, de vos agendas, c'est-à-dire en surnuméraire. Ce nouveau dispositif de prise en charge donc, a fait évoluer le forfait structure avec donc, de nouveaux indicateurs. L'indicateur 8 donc, concerne la rémunération de la participation au SAS. Pour valider cet indicateur, il suffit de participer au SAS en remplissant ces deux conditions. Donner de la visibilité donc, sur vos créneaux disponibles au régulateur du SAS et déclarer votre participation au SAS en vous inscrivant sur la plateforme SAS ou, le cas échéant, via votre CPTS. Pour donner de la visibilité donc, sur vos agendas, il vous suffit donc d'avoir une ligne accessible à la plateforme SAS, c'est-à-dire Doctolib, etc., ou bien renseigner directement donc, vos créneaux disponibles, soit 2 heures hebdomadaires, sur la plateforme SAS. Et ce créneau disponible, vous pourrez aussi l'utiliser pour vos patients. Si les deux conditions sont remplies, l'indicateur est valorisé à hauteur de 200 points, soit 1 400 €. Donc, ce sera calculé automatiquement. Vous n'aurez aucune démarche à faire au niveau des déclarations Amélie-Pro. Ensuite, vous avez donc l'indicateur 9. Donc, ça, c'est la rémunération de la prise en charge des patients en surnuméraire, donc orientés par le SAS, dont nous avons parlé précédemment. Si aucun rendez-vous n'est disponible, comme je vous l'ai dit, le régulateur donc, sera amené à demander aux médecins adhérents au SAS ou au CPTS de prendre en charge un patient en surnuméraire. Pour ce faire, donc, le régulateur, il appelle soit directement le médecin qui participe au SAS, ou alors il contacte la CPTS lorsque le médecin s'est inscrit via sa CPTS. C'est donc la CPTS qui prend en charge donc, la demande du régulateur, qui essaye de trouver un créneau disponible pour le patient et revient vers le régulateur pour lui donner donc, les informations nécessaires concernant les rendez-vous disponibles. La rémunération concernant l'indicateur 9 repose sur 2 éléments. Donc, il faudra facturer donc, dans les règles de droit commun à tarif opposable des soins réalisés pour le patient en appliquant donc, en sus un code spécifique signifiant que le patient aura été orienté par le SAS. Donc, ce code est en cours de création, nous ne l'avons pas encore. Ensuite, vous aurez une rémunération supplémentaire qui sera forfaitaire et qui sera versée selon le barème suivant en fonction donc des soins non programmés que vous aurez réalisés par trimestre. C'est-à-dire, plus il y aura de soins non programmés réalisés, plus la rémunération par trimestre sera élevée. Chaque trimestre, donc la CNAM comptabilisera donc pour chaque médecin le nombre de consultations réalisées orientées par le SAS et l'affichera donc aussi sur votre espace pro. Donc vous aurez aussi un suivi trimestriel par rapport donc, à cette rémunération forfaitaire. Il s'agit donc du forfait effection qui sera calculé sur la base des 4 trimestres au 31 décembre de chaque année selon le nombre de patients que vous avez pris en surnuméraire. Et ce paiement se fera donc à N+1 dans le cadre du paiement du forfait structure. Attention, si l'indicateur 8, les conditions de l'indicateur 8 ne sont pas atteintes, eh bien, vous ne pourrez pas bénéficier du forfait effection prévu avec l'indicateur 9 à cet effet. Voilà, c'était tout pour moi. Merci de votre attention. Il est temps de répondre à vos questions si vous en avez. Je passe la parole à la modération. Alors Myriam, effectivement, on a on a quelques questions sur la téléexpertise et notamment la cotation TE2. Est-ce qu'on peut revenir en arrière sur la slide et peut-être réexpliquer parce qu'apparemment c'est passé trop vite et il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas suivi. Donc ici, vous avez donc la slide avec donc la consultation TE2 à 20 €.
Donc, ça, c'est la téléexpertise. Donc, comme je le disais, cette consultation-là, elle est facturable pour le médecin qui réalise l'expertise. Donc, c'est une cotation qui existait déjà, mais aujourd'hui, on peut en facturer 4 par an au lieu de 2 précédemment. Très bien. Ensuite, on a eu des questions par rapport au volet 1. Donc, ça, Anne Boutillon a répondu. On a aussi une question concernant ce qu'on appelle comme téléexpertise. Donc, en principe, c'est le médecin traitant ou un médecin, pas forcément le médecin traitant, qui demande l'avis d'un médecin spécialisé dans un domaine. Donc après, là, c'est un webinaire qui est au niveau régional. Donc, c'est vrai qu'il y a des disparités d'organisation par rapport au SAS, mais tout doit être déployé dans le courant de 2022 dans tous les départements. Donc, pour plus de précision concernant les numéros de téléphone ou l'organisation, il vaut mieux se rapprocher des caisses parce que tous les départements ne fonctionnent pas de la même manière. Je vais laisser la parole à ma collègue Véronique pour la dernière thématique. Rebonsoir. Nous allons donc clôturer cette dernière thématique qui est le dispositif d'intéressement aux biosimilaires. Donc, ce dispositif est totalement indépendant de celui que vous connaissez déjà dans la ROSP pour la Basaglar, qui est le biosimilaire du Lantus. Pour rappel, le biosimilaire est cliniquement équivalent, comparable à un médicament biologique de référence, donc issu du vivant, et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Le coût du biosimilaire est plus avantageux que son bioréférent, et c'est pour cela que l'intéressement est basé sur le partage de l'économie générée par vos prescriptions. L'objectif de ce dispositif est de valoriser l'augmentation du nombre de patients auxquels sont prescrits des biosimilaires avec 2 principes différents. Soit vous initiez le traitement, soit vous switchez d'un bioréférent vers un biosimilaire. Je tiens à rappeler que ce dispositif n'a pas de caractère obligatoire. La première rémunération s'effectuera en 2023 sur vos délivrances de 2022 avec un suivi possible sur AméliPro. À l'heure actuelle, 6 molécules sont concernées, dont 3 pour toutes les spécialités de médecins. Je vous nomme les molécules, l'enoxaparine, le Lovenox, le teriparatide, le Forsteo, et l'insuline Asparte, le Novorapide. Tous les 3 sont en solution injectable. J'attire votre attention surtout sur le fait qu'il faut indiquer absolument le nom du biosimilaire sur vos ordonnances, car le pharmacien ne peut pas substituer comme cela peut l'être pour tous les génériques. Pour cette thématique, il est prévu un accompagnement par vos délégués d'assurance maladie ainsi que par les praticiens conseils pour un complément d'information et surtout sur les modalités de calcul de l'intéressement. Les différents chapitres de ce webinaire ont été abordés. Avant de clôturer cette séance, je vous propose d'interroger mes collègues pour savoir s'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Alors oui, Véronique, il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre, mais je pense que toi, tu vas savoir répondre. Quel est le biosimilaire de l'enoxaparine? On ne t'entend pas, Véronique, tu n'as pas ton micro. Excusez-moi, c'est le Lovenox. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'autres questions. On peut passer pas d'autres questions? Eh bien, la CPAM de la Haute-Garonne vous remercie de votre attention et d'avoir été si nombreux à suivre ce webinaire. N'hésitez pas à solliciter vos dames, vos délégués d'assurance maladie ou vos conseillers informatiques si vous avez la moindre interrogation. Et surtout, nous vous souhaitons une excellente soirée.